Alors, on arrive doucement et sûrement à la fin. Merci pour vos 4 exposés. Laurent Vogel va faire ses conclusions. D'abord, j'invite juste symboliquement Jean-François et Anaïs à me rejoindre sur scène. Donc, Jean-François va expliquer que le ministre ne peut pas nous rejoindre, ce qui va nous faire en soi gagner du temps. Mais on aimerait symboliquement remercier aussi tous les 3 toute l'équipe qui nous a aidés, je pense tant aux traiteurs, à Bren Prod, aux étudiants qui sont en haut, Nadia Seron, Chantal van der Winkel. Voilà, c'était un gros travail, évidemment, un colloque, donc on aimerait remercier tout le monde. Et je passe la parole à Jean-François. Je te remercie, Vanessa. Donc, en fait, tu as déjà tout dit. On avait effectivement demandé au ministre du Travail de venir présenter un peu sa feuille de route en matière de bien-être au travail. Il avait accepté. Malheureusement, il est retenu, si j'ai bien compris, au Conseil des ministres européens qui se tient à Luxembourg. Et donc, il ne pourra pas être ici ce soir. Donc, du coup, nous gagnons quelques minutes et nous allons pouvoir donner tout de suite la parole à Laurent. Et on lui donne un petit cadeau en souvenir de ça, mais ce n'est rien évidemment à côté de ce qui nous lègue à l'ULV, mais on espère qu'il reste près de nous longtemps. Voilà, déjà, merci à vous. C'est lui qui aura le mot de la fin. Donc. Je l'ouvre de maintenant. Bon, ben, écoutez, je ne veux pas vous cacher mon émotion. Et je vous promets que je serai bref, donc j'avais préparé de quoi parler pendant 1h30 peut-être, mais ce n'est pas du tout mon intention. Et donc il y a une série de choses que je mettrai dans ma contribution écrite, mais que j'évacuerai de cette contribution orale pour qu'on puisse terminer rapidement. Et donc je ne vais certainement pas dépasser une demi-heure. Alors, la première chose, c'est de dire que, bon, devant tant de compliments, je voudrais dire que mon travail a été et continuera à être surtout un travail collectif. Autrement dit que, bon, ben, j'ai fait des conférences, j'ai donné des cours, j'ai écrit des livres, des articles, mais je n'aurais rien pu faire sans d'autres personnes. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et donc, j'étais un peu gêné quand quelqu'un a parlé de pape. Je n'ai absolument pas la vocation d'être un pape de quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Et vraiment, quand j'ai commencé à travailler sur la santé au travail, j'ai commencé avec une ignorance presque totale de ce domaine, et je l'ai appris au quotidien, et je l'ai appris essentiellement à travers des luttes qui se sont déroulées. Et aussi avec l'échange des collègues, avec aussi la richesse. Enfin, bon, je sais que les étudiants appréciaient mon cours, mais j'appréciais beaucoup mes cours avec les étudiants. Autrement dit, j'ai aussi beaucoup appris des étudiants, comme j'ai appris énormément dans des formations syndicales. Et donc, il s'agit d'un travail qui a toujours été un travail collectif. Et je crois que, bon, quand on fait de la santé au travail, il n'y a pas moyen de faire autrement si on veut faire des choses utiles. Alors, sur la question du Covid, un peu le thème de la conférence, alors, droit de la santé au travail post-Covid, on n'est pas encore dans le post-Covid, donc on est dans une période avec énormément d'incertitudes, mais si on essaye de faire le point sur ce que le Covid nous a montré, nous a révélé par rapport au droit de la santé au travail, ben, je crois qu'on peut essayer de résumer les choses en quelques points. Le premier, c'est que la santé au travail, et ça, c'est malheureusement une longue tradition et qui, évidemment, ne débute pas avec le Covid, loin de là, a été considéré comme un domaine d'exception par rapport à la santé publique. Un domaine d'exception, c'est-à-dire une préoccupation mineure, et du coup, une préoccupation mineure qui a rendu plus difficile et parfois impossible une politique de santé publique efficace. Et ça, je crois que c'est un point important. Et la santé publique elle-même a été, dans les politiques adoptées par les États, largement, je dirais, dominée par un déficit ou une absence de démocratie sanitaire. On a beaucoup parlé du déficit ou de l'absence de démocratie au travail, mais on a, en parallèle, il y a un lien étroit entre les deux, et Thomas en a un peu parlé, il y a aussi une absence de démocratie sanitaire, et tous les soubresauts que l'on voit actuellement autour des questions de la vaccination, du pass, etc., reflètent différentes choses, mais une des choses qu'elles reflètent, c'est cette absence de démocratie sanitaire, c'est-à-dire que des règles ont été édictées, bonnes ou mauvaises, c'est pas, maintenant je ne discute pas des règles en tant que telles, mais ces règles sont sorties un peu comme un magicien sort un lapin du chapeau. Et donc elles ont été mises, et parfois elles sont contradictoires, elles ont été mises
comme des évidences, comme quelque chose qui découlait automatiquement d'une situation objective. Or, en politique, jamais rien ne découle automatiquement de rien. Autrement dit, on prend des décisions. Et rarement, les règles ont été assumées comme des décisions politiques en tant que telles. C'était le plus souvent, et en Belgique, c'était parfois caricatural, à partir de tels chiffres statistiques, telle mesure découle automatiquement de la situation. Non, en soi, c'est déjà un choix politique de dire à partir de tel chiffre, telle mesure doit être adoptée. Et donc, il y a eu, sur le plan du travail lui-même, faute de mieux, puisque rien n'a été mis en place au niveau des pouvoirs publics pour aborder la question du Covid sur les lieux de travail dans un premier temps, c'était l'impérialisme sanitaire, un impérialisme hygiéniste. On a dit, voilà, il y a des gestes barrières, vous plaquez ça sur les lieux de travail, et vous vous débrouillez avec ça. Or, dans la réalité, on a vu que ça ne marchait pas. Soit parce que c'était insuffisant, soit parce que c'était en contradiction avec le contenu réel du travail. Et donc, du coup, les gestes barrières se convertissaient en des injonctions contradictoires. Ou vous respectez les gestes barrières et vous ne travaillez plus, ou vous travaillez mal, ou beaucoup moins, ou vous adaptez, vous changez, vous modifiez les gestes barrières. À ce moment-là, c'est vous qui vous débrouillez. Nous, on ne prend pas la responsabilité, c'est vous qui l'aurez cherché. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été vécu, je crois, de façon très très forte pendant la première vague et qui a suscité, évidemment, et qui a nourri une méfiance par rapport à cet impérialisme sanitaire, y compris dans ce que ces règles pouvaient avoir de juste, de rationnel, d'adapté à la situation. Alors, un troisième point qui était très important, c'est que le monde patronal a été du début jusqu'à la fin dans le déni, non pas par manque de connaissances, mais tout simplement parce que sa priorité, c'était évidemment de ne pas déranger l'économie. En Italie, il y a eu des campagnes très intensives avant le premier confinement, de la Confindustria, pour dire non, nous on bosse, nous on travaille, l'Italie c'est un pays de la production, donc pas question de considérer les lieux de travail comme des endroits auxquels il faudrait imposer des règles. En Belgique, on se souvient de l'époque, c'était l'été de l'année passée, où le président de la FEB disait « Oui, le virus, vous pouvez l'attraper partout, sauf en bossant ». Donc, en fait, la mesure de prévention idéale, ça aurait été de travailler 24 heures sur 24, parce que c'était là qu'on n'allait pas attraper le Covid. Alors, ça, ce sont des expressions caricaturales, mais qui expriment quand même bien le fond de la pensée. Et le fond de la pensée, c'est tout simplement que les gens sont... les travailleurs sont subordonnés à la réalisation du profit, et que s'ils ne bossent pas, évidemment, ça pose un problème. Et donc, tout au long de la pandémie aussi, de la part des pouvoirs publics, il y a eu cette espèce de double niveau de règles, de double standard. C'est-à-dire intervenir par rapport à la population générale avec des règles qui n'avaient jamais été adoptées dans l'histoire de l'humanité. Enfin, le niveau de règles sanitaires qui a été mis en place au niveau mondial est sans comparaison possible avec toute l'histoire sanitaire connue, en tout cas de l'humanité. Et de l'autre côté, sur les lieux de travail, une espèce de complaisance. Oui, il faut qu'en tout cas, pour tout ce qui était défini comme essentiel, et on avait tendance à donner une définition très, très élastique de ce qui pouvait être essentiel. Pour tout ce qui est essentiel, tant pis. Essayez de vous débrouiller. On va essayer d'avoir progressivement des masques. À partir du moment où les masques ont été reconnus comme importants, on va essayer de mettre en place un certain nombre de règles de protection. Alors, si on réfléchit un peu, et beaucoup d'intervenants l'ont fait, à ce qu'on pourrait faire dans l'après-Covid, je crois qu'il est important d'essayer de tirer de la conflictualité un certain nombre de questions qui ont été mises sur la table par l'action pratique directe dans les entreprises. Alors, là-dessus, je voudrais dire deux choses. D'abord, la conflictualité au sens de choses extrêmement visibles comme des grèves ou l'exercice collectif du droit de retrait, n'a pas été massive. Si on prend la Belgique, on a quelques conflits, enfin justement, Jean Faniel, qui coordonne le travail du CRISP, il y a chaque année une publication sur les conflits collectifs. Quand on s'est posé la question des conflits collectifs liés directement au Covid, on en a évidemment trouvé, mais ce n'est pas des centaines de cas. C'est principalement ce qui s'est passé à la STIB, ce qui s'est passé à AB InBev. Et puis il y a quelques cas supplémentaires que l'on pourra ajouter.
Par contre, ce qui est extrêmement riche, c'est la micro-conflictualité. Autrement dit, le fait qu'en dehors de ces conflits qui ont fait les gros titres des journaux et pour lesquels on a, je dirais, une documentation et on peut directement savoir quelles étaient les revendications, de quoi il s'agit, comment s'est déroulée l'action, on a dans des milliers de cas ce que j'appelle des micro-conflits, c'est-à-dire ça va depuis 10 personnes qui se dirigent vers le bureau de la direction en disant ça on ne va pas le faire, ça, on veut faire les choses autrement, etc., etc. Et là, pendant cette période donc, qui suit le premier confinement et avant le deuxième confinement, donc l'été de l'année passée, j'ai eu la chance de travailler aussi bien avec la commission des femmes de la CSC qu'avec l'FGTB. Et j'ai pu, justement, dans mes contacts avec les délégués, voir à quel point cette micro-conflictualité avait été riche. Autrement dit, on parlait avec des gens des titres-services. Il n'y avait pas eu de grande grève dans les titres-services, mais on voyait qu'il y avait eu des dizaines, des centaines d'initiatives qui avaient été prises où les travailleuses des titres-services étaient allées réclamer auprès de leur direction, avaient vainement tenté de contacter l'inspection du travail, où là, c'était plutôt... elles entendaient la 9e symphonie de Beethoven en attendant que qu'on décroche au téléphone. Mais enfin, en tout cas, elles avaient bougé. Même chose dans les maisons de repos, même chose dans les hôpitaux, etc. Alors, cette micro-conflictualité a été très fortement féminine, ne fût-ce que parce que c'était les femmes qui étaient aux premières lignes pendant le premier confinement. Et elle a été, peut-être pas explicitement, mais elle a une dimension féministe incontestable. Ça a été aussi la remise en cause de la dévaluation systématique par le capitalisme du travail du care. Et donc là, c'est clair qu'en permanence, elles étaient confrontées à ça, avec cette... là, je crois que peut-être la situation la plus tragique, c'est dans les maisons de repos, où c'est un travail qui est méprisé, qui est mal payé, et elles se sont retrouvées brusquement dans des espèces de mouroirs publics, et parfois avec des directions qui, elles, faisaient tout en télétravail. Donc c'était le personnel de base des maisons de repos qui restait dans les maisons de repos avec les résidents, qui étaient en train de mourir. Le personnel, dans certaines maisons de repos, on ne le voyait même plus. La direction, pardon, on ne la voyait même plus. Et donc, je crois que de cette combinaison entre quelques conflits majeurs, pas très nombreux, et une énorme micro-conflictualité, on peut essayer d'identifier un certain nombre de revendications et de points qui sont apparus concrètement dans le mouvement des travailleurs. Alors, sur ce point, je suis aussi redevable à quelqu'un qui est Nicolas Latteur, donc Nicolas Latteur qui travaille à la formation de la FGTB, donc qui est en contact permanent avec des centaines de délégués par des formations syndicales notamment, a fait énormément de travail là-dessus, et d'ailleurs il a présenté une conférence qui existe sur YouTube à l'UPJB, si je me souviens, c'était au mois de février de cette année, où il présente justement, je dirais, ses premières conclusions provisoires sur cette micro-conflictualité et comment l'organisation du travail a été remise en cause, mais comment aussi les questions de démocratie syndicale sont apparues avec énormément de force et de contestation pendant le premier confinement. Et, enfin, ce travail s'étend au-delà du premier confinement, je dirais pendant la première année de Covid. Alors, les points sur lesquels on peut dire les conflits se sont focalisés, le premier, c'est évidemment la question liée à l'égalité homme-femme. Et donc là, je veux dire, on peut aborder les choses à partir de n'importe quel élément. C'est clair que toute la crise du Covid a été marquée par ces rapports sociaux de sexe, par les différences entre hommes et femmes, que ce soit dans le travail domestique, dans le quotidien, par rapport aux enfants, par rapport aux personnes malades, par rapport aux personnes âgées, ou que ce soit dans la division du travail au niveau du travail rémunéré. Et c'est clair que la plupart des États en Europe, je ne vois pas d'exception à cela, ont essayé de s'en tirer en disant bon, mais il y aura des primes pas très généreuses. Hein, la collègue de la CSC a fait remarquer que 180 € pour toute une année de Covid, c'était pas grand-chose par rapport à 200 € par mois pour pénétrer dans les chambres froides. Mais donc voilà, partout on a dit ben oui, on va donner des primes, et alors
parfois avec une très grande, comment dire, mesquinerie, hein, puisque je me souviens en France, Macron voulait même limiter les primes par rapport à toute une série de conditions, enfin de manière à rendre en plus les primes inégales. Bon. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner, que la question de la remise en cause de la division sexuelle du travail, la question de la remise en cause des inégalités tant dans le travail salarié que dans le travail non salarié, sont des éléments essentiels et que l'on va pouvoir construire sur la conflictualité née à travers le Covid. Et c'est aussi, bon, dans ma propre découverte de l'importance des liens entre la question de l'égalité et la question de la santé au travail, on a parlé tout à l'heure de Catherine Lippel, et c'est clair que voilà, c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai énormément appris de l'équipe québécoise dont Catherine faisait partie. C'était devenu une amie aussi, etc. Et tout ce qui a été fait par Catherine et ses collègues au Québec a toujours été pour moi vraiment une base importante dans ce que je pouvais dire de pertinent sur ces questions-là. Alors, un deuxième élément qui est apparu également, c'est évidemment la question de la couverture des règles de santé au travail. Donc là, on l'a vu de façon très forte, par exemple, dans le cas des livreurs. Hein, donc je ne vais pas ici développer ce point de façon importante, mais c'est clair que le droit de la santé au travail, c'est le droit de toute personne qui travaille. Et que la question de savoir si vous avez un statut d'indépendant, de salarié ou n'importe quel statut qui aurait été élaboré en marge de ces deux statuts-là n'a aucune importance à partir du moment où on est en face de risques pour sa vie ou pour sa santé. Et il se fait que, justement, les livreurs, c'est, je dirais, une des rares activités qui, pendant la période de confinement, a au contraire s'est développée énormément, parce qu'il y avait énormément de demandes, et dans des conditions qui étaient désastreuses par rapport aux risques sanitaires. Et là, on revient sur le point qui a été soulevé à plusieurs reprises, c'est pénétrer jusqu'au cœur de l'organisation du travail. Donc, un des problèmes qui se posent dans ce genre de situation de travailleurs des plateformes, c'est que la garantie de pouvoir conserver le travail et une quantité de travail qui est suffisante pour vous dépend largement de la notation par les consommateurs. Autrement dit, les consommateurs, non seulement ils ont le culot de vous faire pédaler et de ne pas payer eux le prix de la course, hein, en général c'est le restaurant qui va payer le prix de la course, mais en plus ils sont invités à vous mettre des notes. Et en discutant avec des livreurs, ils me disaient, oui, le grand problème, c'est qu'on nous a donné la règle sanitaire. La règle sanitaire, elle était logique, c'était déposer le plateau, sonner et dire à la personne, vous descendez, vous allez prendre le plateau, il est là, enfin, et vous avez votre pizza. Mais beaucoup de consommateurs n'admettent pas cette situation. Parce qu'elles veulent un petit contact social, parce qu'elles veulent voir si la pizza est bien chaude, si c'est bien le produit qu'elles ont, enfin, etc., etc. Et disaient, non, montez. Et donc, du coup, les livreurs étaient pris devant une injonction contradictoire. L'entreprise, qui ne dit même pas être une entreprise, mais enfin, peu importe, l'entreprise leur dit, pour défendre votre santé, vous laissez le truc au bas de la porte, et le consommateur leur dit, non, vous montez. Ce qui pouvait être, d'ailleurs, partir de bonnes intentions. Hein, ça pouvait être aussi pour, éventuellement, leur proposer une tasse de café, peu importe. Et du coup, sachant qu'il y a ce piège de la notation par le consommateur, il fallait choisir entre défendre sa santé et risquer de perdre le travail, puisque une succession de mauvaises notes. Alors là-dessus, les livreurs se sont battus, et donc ils ont obtenu pendant un certain temps, mais je ne crois pas que ce soit un temps très long, en tout cas qu'on suspende l'importance de ces notations, mais ça montre à quel point, si on n'arrive pas jusqu'à l'organisation du travail, et dans le cas particulier des plateformes, jusqu'à ces algorithmes encore plus difficiles à maîtriser, puisqu'ils sont tenus secrets par rapport aux travailleurs qui les subissent. Si on n'y arrive pas, on n'arrive pas à faire de la prévention. Même chose, par exemple, dans les centres de logistique. Donc, à Bruxelles, il y a eu une petite mobilisation, aussi sous forme de protestation, pas sous forme de grève, à la suite du décès d'un travailleur dans un centre de logistique. Et qu'est-ce qui apparaissait? C'était que dans les centres logistiques, on continuait à travailler avec des commandes vocales. Les programmes, les algorithmes avaient été élaborés avant le Covid et partaient d'une certaine répartition des marchandises. Hein? Mais avec le Covid, on a
acheté beaucoup plus dans les supermarchés, donc les centres de logistique ont fonctionné à un rythme intensifié, avec toujours le même espace bien entendu, et ce n'étaient pas nécessairement les mêmes produits. Ce n'étaient pas nécessairement les mêmes produits, c'est-à-dire la grille de répartition des produits n'était pas celle d'avant le Covid. Hein, on sait très bien qu'en Belgique, par exemple, le papier WC a été un produit particulièrement apprécié pendant la période du confinement. Bon. Et qu'est-ce que ces algorithmes qui sont à la base de ces systèmes de commande vocale produisaient? C'était que brusquement, il y avait 25 personnes devant la même étagère. Et de nouveau, injonction contradictoire, on leur disait vous devez vous tenir à 2 mètres les uns des autres, il ne faut surtout pas prendre un produit pendant que votre collègue est en train de servir sur la même étagère. Mais d'un autre côté, on avait engagé plein d'intérimaires qui savaient très bien que s'ils ne tenaient pas du point de vue de la productivité, inutile de se présenter la semaine suivante. Résultat, de nouveau, il fallait faire le choix entre la protection de la santé d'un côté ou le fait simplement d'avoir la garantie de continuer à travailler. Et donc, ça, c'est, je crois, un élément très important dans les micro-conflits qui se sont produits, c'est la perception que la question de règles purement hygiéniques, purement sanitaires, cela ne suffisait pas, et qu'il fallait pouvoir remonter jusqu'à l'organisation du travail. Alors, cette perception, et là, il y a évidemment un bilan à tirer par rapport à l'action syndicale. Dans les observations que j'ai pu faire, dans les observations que Nicolas Latteur a pu faire, cette perception est restée largement locale. Il n'y a pas eu de socialisation à l'intérieur des syndicats, ou très peu, et les directions syndicales ont souvent freiné les interactions qui pouvaient se créer entre des gens qui se voyaient, parce que bon, il y a quantité maintenant, via les réseaux sociaux, de contacts qui se font entre militants ou délégués, et ça n'a pas pu être collectivisé. Mais les demandes sont là, et je crois qu'elles vont rester de manière durable dans la conscience des travailleurs. Alors, un autre point, évidemment, également très important, et qui de nouveau touche le problème de la démocratie au travail, c'était la question de faut-il refaire l'évaluation des risques ou pas? Alors, la vision patronale, mais partagée par pas mal de gens, c'était non, en fait, les mesures sanitaires anti-Covid, c'est une sorte d'annexe. Hein, le travail peut continuer comme avant, mais on va vous donner le guide générique, etc. Il y a toute une série de mesures que l'on peut adopter comme une sorte d'annexe à ce qu'on fait d'habitude. Bon. Et dans beaucoup de lieux de travail, c'était de nouveau complètement irréaliste. Il fallait remonter vers l'organisation du travail pour que ce qu'il y avait de bon dans les annexes puisse réellement être mis à profit. Et donc ça a créé effectivement donc une multitude de conflits. Je crois que ça a créé aussi, ça a été le déclencheur d'éléments de conscience qui sont des éléments importants, mais ça n'a pas été socialisé, donc ça ne s'est pas transformé en des revendications générales, en des revendications de caractère politique. Donc c'est quelque chose de précieux, mais voilà, ça ne doit pas non plus inciter à un optimisme exagéré. D'autant plus qu'il y a au contraire d'autres tendances réactionnaires qui, elles, ont été largement amplifiées par la manière même dont les autorités ont géré la crise. Et donc il y a de ce point de vue-là une sorte de course de vitesse entre les éléments émancipateurs positifs que l'on peut tirer de la crise du Covid et au contraire les éléments qui jouent contre cela, hein, qui sont ceux toute la galaxie des antivax, de tous ces courants réactionnaires qui finalement rêvent un retour à la normalité, retour qui est totalement impossible, utopique. On ne va pas revenir à la normalité antérieure. Alors, comme de façon alors très brève, puisqu'il y a aussi un certain nombre de collègues d'étudiants, je voudrais aussi parler un peu des défis par rapport au monde universitaire sur le terrain de la santé et de la sécurité au travail. Alors, si on dit les choses de façon alors vraiment très résumée, dans la contribution écrite, je vous promets que je développerai ça. Si on prend le point de départ, quand moi j'ai fait mes études de droit, c'était une matière qui était vue comme la plomberie. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'emmerdant, de technique. Il n'y avait aucun principe là-dedans. Il fallait juste savoir qu'il y avait
comment dire, des montagnes de règles qui s'étaient accumulées, et il y avait des exposés historiques qui étaient intéressants et qui étaient scandés par les grandes catastrophes. Bon, ça c'était la partie la plus intéressante peut-être. Mais pour le reste, c'était pas du droit, c'était pas quelque chose de noble, pourtant que le droit soit noble. C'était de la technique, hein, bon, on pouvait apprendre ça par cœur, on pouvait se dire, de toute façon, il y a les volumes qui sont là, les règles sont actualisées de façon plus ou moins régulière, et on reprend ça. Alors, ça s'est en partie amélioré, ça s'est en partie amélioré aussi grâce à des développements qui sont intervenus dans d'autres pays et qui ont, je crois, beaucoup nourri les débats. Et il y a eu une deuxième étape où, je dirais, le droit de la santé au travail était essentiellement considéré dans une approche positiviste. Hein, et principalement, par exemple, nos collègues en Flandre ont fait tout un travail, je dirais, hein, qui a abouti à un livre qui ensuite a connu plusieurs éditions extrêmement intéressant, qui donne une analyse positiviste des règles existantes. Ce qui est déjà un grand pas en avant par rapport à l'ancienne situation où voilà, c'était considéré simplement comme une sorte de plomberie. Maintenant, je crois que ce qui est important, c'est de surmonter les limites d'une approche qui est une approche positiviste. Et pourquoi? Pas pour le plaisir de dire, voilà, il faut faire quelque chose d'autre, mais c'est lié à l'objet même de la question de la santé au travail. Et dans l'objet même de la santé au travail, on a deux choses, santé et travail, qui ne sont absolument pas univoques. Et la croyance de base ou l'axiome de base de toute approche positiviste, c'est qu'au contraire, on doit travailler dans un système de signes qui est complètement univoque. Sans quoi, les choses sont brouillées. Hein, et donc, déjà en son temps, mais il ne parlait pas du tout de la santé au travail, il parlait d'autres domaines juridiques, Chaim Perelman disait, non, le droit c'est plus compliqué que ça. Dès qu'on touche à des questions sociales importantes, il n'y a pas des mots qui soient univoques. Alors, dire qu'il n'y a pas des mots qui soient univoques, ça peut déboucher sur deux choses. La chose la pire, hein, c'est ce que Catherine Lippel critiquait énormément dans le cas du Québec, mais on pouvait tout à fait appliquer ces raisonnements à la Belgique ou à d'autres pays d'Europe, c'était de dire, à ce moment-là, le juridique s'efface, ferme la porte et dit, vous, expert médical, vous, expert ingénieur en sécurité, je vous écoute, vous me dites ce que je dois faire et je fais ce que vous me dites, à peu près. Et j'applique la règle de droit, évidemment, en fin de compte. Mais je n'ai pas du tout la maîtrise de ce que vous allez me dire. Et donc, dans le travail qu'a fait Catherine Lippel, elle a montré qu'il y avait une énorme différence entre causalité médicale et causalité juridique. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la causalité médicale est pratiquement impossible à démontrer, sauf vraiment dans des cas qui sont pratiquement plus théoriques que pratiques. Pourquoi? Parce que les maladies sont multicausales, parce que l'être humain, il passe du travail au non-travail, etc., etc. Et donc, dire avec certitude que le cancer qu'a monsieur ou madame X a été causé par ses expositions professionnelles au trichloroéthylène, médicalement parlant, c'est impossible. La seule chose que puisse dire le médecin, c'est, à partir du moment où cette personne a été exposée au trichloroéthylène, il y a une probabilité plus grande par rapport à la population en général qu'un jour apparaisse un cancer. Mais il ne peut pas aller au-delà de ça. Et c'est normal, je veux dire, c'est effectivement l'analyse médicale de ce qu'est un cancer. Évidemment, avec ça, sur le plan juridique, on ne peut rien faire. Je veux dire, si on s'arrête à cela, on est bloqué. On est bloqué parce que, de nouveau, sauf des cas extrêmes d'empoisonnement, là qui relève à ce moment-là plus de l'accident du travail que de la maladie professionnelle, on ne va jamais pouvoir établir le lien. Et le deuxième, justement, mérite ou apport important de Catherine Lippel, c'était de montrer comment ce débat, qui pouvait apparaître très technique sur une question d'indemnisation des risques professionnels et qu'on n'aurait pas alors pu résoudre via, par exemple, des jeux de présomption ou des allègements de la charge de la preuve, etc., rejaillissait en permanence sur l'absence de prévention. Et donc, du coup, il y avait un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux était, je dirais, doublement vicieux quand il s'agissait de femmes. Autrement dit, dans le cas des femmes, on avait une tendance au niveau même des connaissances médicales, à être encore plus ignorant sur les liens entre la santé et le travail, et du coup à être encore plus dubitatif
sur le fait que le travail pouvait causer tel ou tel débat. Alors, je crois que pour passer justement pour dépasser les limites du positivisme, ce qui est très important, c'est de réaffirmer l'importance de la dimension juridique, donc de ne pas s'effacer, comme ont tendance à le faire énormément de juges qui sont complètement débordés quand on leur pose des questions concrètes sur la santé et la sécurité au travail. Et ce qu'a dit tout à l'heure la magistrate du travail était désespérant de se dire que maintenant même les inspecteurs du travail sont encore plus ignorants que ne le sont les juges, ce qui est quand même un record. Et la question, je crois, c'est de pratiquer l'interdisciplinarité. Autrement dit, d'être capable d'écouter l'apport de chacune des disciplines par rapport à ces deux objets obscurs, ces deux objets mystérieux que sont d'une part le travail et d'autre part la santé. C'est-à-dire ces deux objets qu'on ne peut jamais saisir avec les lunettes d'une seule discipline. On est forcé de les observer sous différents angles. Et à partir de ce moment-là, avec l'épidémiologie, avec l'ergonomie, avec la toxicologie, enfin, etc., on peut multiplier les approches, la sociologie, bien entendu, on peut leur donner un corps, tant à cet objet qu'est la santé, qu'à l'objet qu'est le travail, en sachant que c'est un corps mobile, un corps qui n'a pas des limites rigides et fixes. Et les deux derniers points, je dirais, qui me paraissent importants, c'est aussi l'écoute. Je crois qu'on a énormément à apprendre des enquêtes ouvrières, on a énormément à apprendre des expériences concrètes sur le terrain. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu le mouvement de la STIP, sans doute que la discussion sur le droit de retrait en Belgique, elle aurait lieu peut-être en 2045, enfin, en étant optimiste. L'engagement. L'engagement, dans un domaine comme la santé au travail, me paraît presque une condition indispensable pour arriver à comprendre les choses. Alors, ça ne veut pas dire un engagement aveugle, et donc l'engagement n'empêche pas le sens critique, la considération de ce qui est objectif et de ce qui n'est pas objectif, mais c'est certainement un moteur pour que l'intelligence se mette à fonctionner. Et donc pour sortir les cerveaux d'une torpeur qui vient de longues traditions académiques pour lesquelles la question de la santé au travail a toujours été cantonnée comme un domaine un peu spécial, un peu obscur, où on ne savait pas très bien si ce qui était important, c'était de connaître l'ensemble des règles techniques ou de les comparer entre un pays et un autre, etc. etc. Et donc voilà, ça, je voudrais terminer là-dessus. Alors je voudrais évidemment remercier énormément d'une part, les organisatrices et organisateurs de ce colloque, tous les collègues, étudiants de la faculté, toutes les personnes qui ont fait des interventions, toutes les personnes qui sont venues dans la salle. J'espère pouvoir encore contribuer à un certain nombre de choses, mais je suis aussi confiant dans le fait qu'il y a maintenant aussi, beaucoup de gens, je crois, qui ont repris ces questions de santé au travail, qui avaient connu une longue éclipse. Hein, si on prend, je crois que les questions de santé au travail avaient suscité un intérêt énorme dans les années postérieures à 1968, et puis ça s'est retombé petit à petit. Hein, et donc, je le vois, dans mon travail électrique, quand on devait recruter des gens, c'était difficile de les trouver parce que souvent les gens engagés, ils allaient plutôt vers la défense de l'environnement, la défense des droits humains, le féminisme, etc. Mais la santé au travail, ça avait un peu cessé de les intéresser. Je crois que maintenant, il y a une redécouverte de la richesse qu'on peut de ce domaine. Et donc, voilà, j'espère pouvoir continuer à coopérer avec le maximum de personnes sur ces questions. Ah oui, toujours. Ah, merci. Voilà, Merci Laurent. Donc je pense que ça va continuer puisque je me permets une petite intervention pour vous annoncer qu'en fait Laurent sera l'invité de la chaire Marcel Liebman cette année, donc qui se déroule en 4 leçons, donc du lundi 15 novembre au jeudi 18 novembre, donc de 18 à 20 heures,
à l'ULB au R42, donc c'est le bâtiment Solvay, donc sur le thème de travail, santé au travail et lutte sociale au temps de la Covid-19. Donc voilà, je pense que ce sera un moment extrêmement instructif, passionnant, pour 4 leçons, donc du 15 novembre au 18 novembre. J'ai collé des affiches dans le hall, donc si vous voulez voir le programme détaillé des 4 jours. Je vous remercie et merci encore Laurent.